Salut à tous, allez bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais m'attaquer aujourd'hui au démontage de la planche de bord. Voilà, donc dans l'épisode d'avant, j'ai vidé donc tous les sièges et les plastiques intérieurs, voilà, il n'y a plus rien. Donc maintenant je vais enlever donc cette partie-là. Alors la planche de bord, je vais la conserver puisqu'elle ira dans la S16. Voilà, celle de la S16 a 2-3 petits coups, des petites griffures à 2-3 endroits qui ne me plaisent pas. Celle-ci est en parfait état, donc je vais la conserver. Voilà. Alors pour enlever une planche de bord, il faut d'abord passer à l'avant pour enlever donc la baie de pare-brise et le moteur d'essuie-glace. Voilà, donc je vais m'attaquer à cette partie-là. Je vous reprends juste après. Allez, ça y est, donc j'ai démonté les deux plastiques de la baie de pare-brise avec le moteur d'essuie-glace et la timonerie d'essuie-glace. Là, on peut voir que c'est extrêmement encombré, c'est vraiment dégueulasse, il y a beaucoup de débris. Ça, c'est un endroit qu'il faut vraiment maintenir bien propre. Je vais vous montrer de l'autre côté, on le voit mieux. Vous voyez ici, il y a un petit trou pour la vidange. Voilà. Et de l'autre côté, il y a le même. Sauf que là, il est complètement bouché. Alors, au niveau de la prise, ici, là, qui s'en va au niveau de la planche de bord, ils ont prévu le coup. Il y a des joints, tout est étanche, c'est bien propre. Par contre, si l'eau commence à monter vraiment haut, et ben après, ça peut faire baigner votre moteur d'essuie-glace dans la flotte. Donc là, c'est hyper important, soit de démonter comme ça et de passer tout vider, passer un bon coup d'éponge, de produit, que ce soit bien propre. Ou alors, sinon, avec un petit bâton, hein, on arrive à passer et à déboucher tout ça. Voilà, mais ça reste encore mieux de tout démonter. Voilà, donc là, je vais prendre la poubelle, je vais emmener tout ça là-dedans. Et puis, voilà, ça sera tout propre. Alors, pourquoi j'ai démonté cette partie-là pour enlever la planche de bord? Eh bien, tout simplement, c'est que notre planche de bord, elle est fixée par 3 écrous sur la cloison avant. On en a un ici, le deuxième, il est derrière ce petit ovale, et le troisième, il est, voilà, là-bas au bout de mon doigt. Voilà pourquoi il faut enlever la baie de pare-brise et le moteur d'essuie-glace pour enlever la planche de bord. Voilà. Allez, une fois qu'on a dévissé les 3 écrous, il ne faut pas oublier non plus de débrancher cette grosse prise. Bon, ça je le ferai plus tard. Ensuite, il faut passer à l'intérieur et commencer à enlever quelques vis. Et je vais commencer à gauche, à côté du repose-pied. Donc il faut d'abord dévisser la petite tirette pour le capot. Si vous ne l'enlevez pas, vous n'aurez pas accès à cette deuxième vis ici qui maintient une sorte de platine. Voilà. Et à droite, côté passager, vous avez la même. Voilà. Allez, je continue. Allez, une fois qu'on a dévissé la platine à gauche, puis celle de droite, il ne faut pas oublier une vis. C'est celle qui est voilà, au milieu de l'image là-bas. Vous voyez? Celle-ci, si vous ne l'enlevez pas, eh ben, vous n'arriverez pas à enlever votre planche de bord. Et tant que je suis par là, je vais vous montrer comment on enlève un airbag passager. Certains m'ont déjà posé la question, comment on enlevait l'airbag. Ici, là, vous voyez, vous avez une petite vis de 10 que j'ai quasiment fini d'enlever. Donc, hop, je vais la retirer. Voilà. Et après, on a ce système de verrouillage là. En fait, il faut le tirer vers la gauche. Voilà, il va sortir. Hop. En fait, il y a un système de ressort. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est pas facile à filmer. Vous voyez, il est sur le ressort. Vous le faites tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme ça. Voilà. Et là, votre airbag, il est déverrouillé. Et si vous prenez un tournevis plat et que vous faites levier tout gentiment, regardez. Hop, voilà, il sort. Ça d'enlever comme ça l'airbag passager, ça vous permettra de gagner énormément de poids quand vous enlèverez votre planche de bord. Ensuite, il faut faire attention. Voilà, notre prise orange, elle est verrouillée par une sorte de loquet en métal. Voilà. Allez, je continue. Voilà, on voit mieux là ce téton de verrouillage. Et quand on regarde de l'autre côté, donc quand votre airbag il est en place, c'est comme ça, il y a la petite vis, donc vous enlevez cette petite vis, après vous tirez ce truc de verrouillage et vous lui faites faire un quart de tour. Hop, comme ça, et ça va rester en position déverrouillée. Voilà, c'est tout simple. Tac. Hop là. Et voilà. Allez, je continue. Allez, maintenant que j'ai enlevé cette vis là qui était derrière l'autoradio, il y en a une qu'il faut surtout pas oublier, qui est en dessous là. Regardez, c'est celle-ci. Voilà, elle permet de maintenir le tube raidisseur sur le bloc chauffage. Vous voyez ici là. Et si vous ne l'enlevez pas, vous allez forcer, et ça va péter le plastique au niveau du bloc chauffage.
Je vous le dis parce que ça m'est arrivé. Voilà, sur la 16, il y a un petit bout du bloc chauffage là qui a pété. Et bon, en soi, c'est pas très grave, mais voilà, c'est un endroit de moins où la planche de bord, elle peut se fixer sur quelque chose de très solide, de bien ancré sur la voiture, et du coup, ça peut vous ajouter des bruits de vibration. Voilà, votre planche de bord, elle peut légèrement bouger sur des routes qui sont assez abîmées. Voilà, donc il faut surtout pas oublier cette petite vis là. Allez, je fais le point avant de continuer. Donc, on a enlevé nos deux vis à gauche, celle de droite au niveau des platines. Ensuite, on a enlevé notre petite vis là-bas au milieu. On a enlevé notre airbag passager pour gagner du poids lors du démontage. Et on a également enlevé cette petite vis là en dessous qui maintient le tube raidisseur de la planche de bord sur le bloc chauffage. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a déjà bien avancé. Ensuite, pour retirer la planche de bord, je vais devoir enlever mon volant. Sinon ça passera pas. Donc il faut d'abord enlever l'airbag. Donc l'airbag, il tient par deux Torx de 30 qui sont situés derrière le volant. Donc pour ça, vous faites faire un quart de tour à votre volant et puis en passant par l'arrière, vous pouvez dévisser votre airbag. Voilà. Ensuite le volant, il n'y a rien de compliqué. Lui, il tient par un gros Torx de 50. Alors sur les 306 phase 1, c'est un écrou de 21 je crois. Donc là, c'est du 50. Donc, je lâche le téléphone, je dévisse mon volant et je vous reprends juste après. Allez, je suis plutôt content parce que j'ai pas forcé pour dévisser. C'est assez curieux d'ailleurs, sur cette voiture, il n'y a rien de serré bien fort. C'est assez curieux. Voilà. Alors. Ouais, bon, il y a un bon jeu, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais arriver à l'enlever sans problème. Des fois, votre volant, il peut être coincé. Donc vous mettez voilà, des coups de poing dans un sens, hop, dans un autre. Ça va faire une petite vibration là-dedans. Et puis, votre volant va pouvoir sortir en général. Alors, du coup, il faut tirer ça et faire passer notre petite prise orange dans le petit trou. Hop là, et voilà. Et le volant, il est parti. Alors, je vais pas le conserver parce que vous voyez, il est cuit là sur le dessus. Donc, je vais pas garder ça, ça sert à rien, poubelle. Et ensuite, on atterrit là-dessus. Alors, attention. Vous voyez notre contacteur tournant? Il y a un petit repère. Vous voyez, les deux petites flèches oranges sont l'une en face de l'autre. C'est hyper important d'avoir son contacteur tournant dans cette position-là quand on a les roues droites. Voilà. Si vous installez votre volant voilà, avec votre contacteur tournant comme ça, les petits repères seront plus l'un en face de l'autre. Et ce qui risque d'arriver, c'est que si vous, avant même d'aller en butée à gauche ou à droite en tournant votre volant, la piste tournante là-dedans, elle va se fracasser. Voilà, donc c'est hyper important de bien conserver, en tout cas de bien placer ces petits repères l'un en face de l'autre. Donc là, ce que je vais faire, je vais démonter mon contacteur tournant et tout de suite, je vais mettre un petit riselant pour le bloquer et puis comme ça, je vais le stocker dans cette position-là. Voilà. Allez, je continue le démontage de tout ça. Allez, une fois qu'on a enlevé notre volant, l'airbag, le contacteur tournant, les commodos et le support de commodo, on en est là. Alors, il y a quelque chose sur la planche du bord qui va peut-être vous gêner pour la retirer, c'est cette espèce de pont. Ça peut buter contre cette partie-là de la colonne de direction. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de la dévisser légèrement. Alors, il faut d'abord retirer entièrement ces deux écrous, il y en a un là et un autre de l'autre côté. Et il faut également simplement desserrer un petit peu ceux qui se trouvent plus bas. Ils sont cachés derrière l'accordéon pour le chauffage. Voilà. Ceux du bas, vous les desserrez légèrement et ceux du haut, ici, vous les enlevez complètement. Et là, votre colonne, elle va bien se descendre comme il faut. Ensuite, il faudra également retirer votre combiné d'instruments. Donc, pour les versions restylées, il faut débrancher les deux prises. Pour les premières générations, il faudra enlever 4 prises. Et également, bien penser à aller dans le compartiment moteur pour tirer votre câble de transmission de vitesse. Puisque sur les 306 de première génération, c'est un petit câble rotatif qui fait marcher la vitesse de votre compteur. Voilà. Je desserre ma colonne, j'enlève mon combiné instrument et puis je vous reprends juste après. Alors une fois qu'on a retiré notre moteur d'essuie-glace, on va pouvoir déconnecter ce gros connecteur. Donc je rappelle, c'est lui qui fait la jonction entre ce qui se passe dans le compartiment moteur et l'habitacle. Donc premièrement, il faut enlever ce petit bouchon en plastique là qui est vissé là comme ça. Donc vous prenez une clé Allen et comme ça vous pouvez le dévisser. Et une fois qu'on l'a retiré, on voit que tout au fond, caché tout là-bas, il y a une vis Torx, c'est un Torx de 30. Donc voilà, vous prenez un cliquet, une empreinte comme ça, et vous dévissez à fond cette petite vis. Voilà, donc je fais tout ça et je vous reprends juste après.
Allez, voilà, la petite vis est entièrement sortie du filetage. Alors, ce que je vous conseille, si vous avez un aimant qui est assez petit pour se glisser là-dedans, c'est de récupérer cette petite vis à l'aide d'un aimant, parce que lorsque vous allez tirer votre prise et la renverser, la petite vis va tomber. Voilà, bon, moi, j'ai pas d'aimant qui est assez fin pour se glisser là-dedans, donc elle va très certainement tomber. Cette prise, elle peut être assez difficile à débrancher puisque s'il n'y a eu aucune intervention en après-vente à ce niveau-là, il se pourrait bien qu'elle soit branchée depuis son montage en usine. Donc vous rajoutez un petit peu de la crasse par-dessus tout ça et voilà, ça peut faire qu'elle peut coller assez fortement. Donc là, je vais bien voir si ça veut bien sortir du premier coup. J'ai mis des gants quand même. Hop là, ah non, bah ça va, c'est plutôt cool. Hop là, je vais faire attention que la petite vis, elle tombe pas. Vous voyez, hop, voilà, je vais la rattraper ici. Hop, voilà. Donc on voit que cette prise, elle est quand même bien faite. Ils ont prévu un gros joint qui est couleur un peu blanc-beige là, tout autour, voilà, pour faire l'étanchéité. Mais c'est quand même mieux si par là c'est bien propre pour que l'eau puisse ne pas monter, parce que vous voyez, l'eau, elle peut monter quasiment au milieu de la prise. Voilà. Donc on retrouve ce gros connecteur 84 voies ou 96 voies, je ne sais jamais combien il y en a. Voilà, et il tient encore par deux petits écrous. Voilà, donc ça, si vous les enlevez pas, eh ben vous pourrez pas enlever votre planche de bord. Voilà, donc je dévisse ça, et puis après je vais passer à l'intérieur pour continuer le démontage. Voilà. Maintenant, je vais refaire un tour global pour être sûr que vous n'oubliez rien. Donc il faut d'abord, on l'a vu, enlever toute notre baie de pare-brise et notre moteur d'essuie-glace pour avoir accès aux 3 vis qui sont contre le tablier. Il faut après enlever ce gros connecteur ici. Pour ceux qui ont une 306 de première génération, n'oubliez pas de tirer vers vous comme ça le câble de transmission de vitesse, voilà, puisque c'est un petit câble rotatif. Ensuite, on passe à l'intérieur. Hop, il faut dévisser les deux vis qui sont ici. Donc la petite vis pour la tirette de capot et la deuxième vis pour cette espèce de platine à gauche. Vous avez la même platine à droite, là-bas, on l'aperçoit. Ensuite, il ne faut pas oublier d'enlever cette petite vis qu'on a vue au milieu là-bas. Il faudra également enlever votre commande de chauffage. Attention à ne pas tordre ces deux petits câbles ici, vous voyez, en forme de S au bout. Ceux-là, ils sont très fragiles. Ensuite, on a vu, il fallait dévisser cette petite vis Torx là qu'on ne voit pas très bien, qui est vissée sur le bloc chauffage. Ensuite, il faut enlever donc tout votre volant, commodo, support de commodo et descendre légèrement votre colonne de direction. Vous voyez, on voit, elle est quand même bien descendue, ça sera plus pratique. Ensuite, il faut enlever le combiné d'instruments. Vous pouvez également enlever la boîte à gants ou l'airbag pour gagner un petit peu de poids. Qu'est-ce qu'il faut faire encore ? Et ensuite, voilà, il faut débrancher tout ce qui est électrique. Hop là, donc la première et la plus importante, c'est la tresse de, enfin c'est le câble de masse ici. Donc vous enlevez la masse, hop. Et ensuite, vous allez enlever toutes les prises qui sont ici. Voilà. Donc ça c'est capteur de pluie. Ça, je sais plus. Hop, la bleue, je sais plus non plus. Et la blanche, je sais plus. Je crois que c'est les portes, la radio, enfin tout ça. Hop là, allez, viens par là, toi. Elle fait de la résistance. Voilà, donc ici, on a tout déconnecté. Donc, nos grosses prises ici et la masse. De ce côté-là, on n'a plus rien à débrancher. Ensuite, vous allez avoir à débrancher tout ce qui est lié aux airbags. Voilà, donc c'est cette prise ici. Là, voilà. Vous pouvez également sortir votre câble d'antenne radio. Vous pouvez la faire sortir par là. Comme ça, il ne vous gênera pas. Et ensuite, il faut débrancher donc toute la partie du faisceau qui va à l'arrière du véhicule. Vous avez deux prises. Donc la rouge, donc c'est les feux, c'est la pompe de gavage pour le réservoir, c'est votre moteur d'essuie-glace, c'est tout ça. Hop, vous enlevez ça. Vous enlevez ça. Hop là. Et voilà. Parce que quand on va retirer notre planche de bord, ça va partir avec. Voilà, il y a un petit tunnel là-haut, et qui est d'ailleurs pas évident à faire passer, mais les prises vont s'en aller comme ça. Voilà. Donc là, on n'a plus rien. Notre planche de bord, elle est tenue par rien du tout. Donc je vais pouvoir la retirer. Alors je vous conseille, c'est d'être deux, un de chaque côté, et vous accompagnez gentiment votre planche de bord vers l'extérieur. Voilà. Là, je vais être tout seul, je vais galérer un petit peu plus, mais je vais quand même y arriver. Voilà, allez, je vais essayer de fixer le téléphone, et puis on va regarder ça en timelapse.
Bon, j'en suis pas à ma première planche de bord, mais pour autant je suis pas encore, niveau expert puisque j'ai fait 3 beaux oublis, et je vais vous les montrer parce que c'est important. Alors le premier oubli, c'est de ne pas avoir débranché les 2 prises du Neumann et retiré la partie transpondeur. C'est ce qui détecte votre clé lorsque vous mettez, la clé dans le contact. Donc j'avais oublié de débrancher ça. Deuxième oubli, ce sont ces 2 prises blanches qui sont juste au-dessus de la pédale d'accélérateur. Celle-ci, elle gère la partie climatisation et chauffage. Voilà, j'y avais pas du tout pensé. Et le troisième oubli, c'est au niveau du contacteur stop qui est ici. Voilà, j'avais oublié de le débrancher, mais bon, ça c'est... Il s'est débranché tout seul lorsque j'ai retiré la planche de bord. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, à gauche, là, sur la fin, j'ai perdu pas mal de temps. Il y avait également ce gros câble rouge là qui m'a posé un peu de difficulté, mais globalement, ça s'est bien passé. Voilà, donc voilà, n'oubliez pas ces 3 choses-là hein, avant d'entamer le démontage de votre planche de bord. Donc, je vais emmener tout ça sur l'établi, inspecter tout ça, et puis après je vais retourner dans la voiture, voir s'il n'y a rien qui m'interpelle au niveau du bloc chauffage et du support de colonne, mais globalement je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, allez, je vous reprends juste après. Allez, j'ai rentré la voiture dans le garage, la planche de bord est sur l'établi, et j'ai mis un néon au-dessus comme ça, pour découvrir, en même temps que vous, ce bloc chauffage et un petit peu tout ce qui se passe devant la voiture. Alors, ce que je peux faire déjà, c'est remettre mes écrous au niveau de ma colonne de direction. Hop. Alors cette pièce là qui tient la colonne, elle est tout le temps rouillée. Sur toutes les 306 c'est comme ça. Et les trous qui sont ici, je l'avais déjà dit, ils sont assez tranchants. Donc si vous avez à faire de mettre vos mains par là, je vous conseille vraiment de mettre des gants. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux voir en premier? Déjà c'est le radiateur de chauffage. Je vais voir s'il y a une date ou quelque chose. Il a peut-être été changé. Ouais, 2008-08-27. Ok, donc ce radiateur de chauffage, il n'est pas d'origine, il a déjà été changé. Le chauffage, comment ça fonctionne? C'est bien de faire un petit rappel. À l'intérieur de votre radiateur de chauffage, il circule du liquide de refroidissement du moteur. Vous avez un tuyau, c'est l'entrée, et l'autre, c'est la sortie. Voilà. L'air passe dans ce radiateur, et au passage, elle attrape des calories, de la chaleur, et c'est comme ça que vous avez du chauffage dans votre voiture. Alors, ça marche comme ça pour les 306 essence, puisque de manière générale, les moteurs essence génèrent énormément de chaleur. Sur d'autres voitures, notamment les diesels, qui chauffent pas trop, pour compenser ce manque de chaleur, vous avez aussi une résistance électrique, comme un grille-pain. Voilà, c'est un peu plus complexe, mais là, sur les 306, en modèle essence, voilà, c'est vraiment la chaleur vient s'attraper en passant de l'air dans le radiateur de chauffage. Voilà. Et la climatisation, ça marche exactement pareil, mais à l'inverse. Ici, de biais, là, comme ça, hop, vous avez le radiateur de climatisation. Quand votre gaz se détend, il devient froid, donc le radiateur de clim, il devient complètement gelé. Et on fait passer de l'air à travers, et c'est comme ça que votre air se refroidit. C'est vraiment très très simple, hein, la climatisation. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, quelqu'un m'avait demandé quels pouvaient être les problèmes au niveau du bloc chauffage. En réalité, il n'y en a pas trop, si ce n'est que vous pouvez parfois avoir une fuite au niveau de ce radiateur de chauffage. Et vous voyez que c'est un peu complexe quand même pour le changer, il faut ouvrir tout ça. La deuxième chose, c'est que vous avez ce petit bout de trapouille là qui est ici, qui est actionné par ce câble vert, qui peut se bloquer dans la position basse, comme ça. Je vais essayer de filmer ça comme il faut. Je vais vous montrer. Hop là, ici. Voilà. Quand la petite trappe ici, elle arrive tout en bas, elle peut se coincer sur le plastique du bloc chauffage. J'avais déjà eu le cas une fois sur la S16. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais glissé sur la tranche de cette petite trappe une petite agrafe métallique. Comme ça, quand la trappe elle est en position basse, comme ça, ça fait pas plastique contre plastique. Voilà. Alors si ça se bloque et que vous forcez au niveau de vos commandes de chauffage, ce qui peut arriver, c'est que vous pouvez tordre ce petit câble là ici qui est assez fragile. Il se tord très facilement et après ça coulisse pas très bien et vos commandes de chauffage elles sont moins fluides. Vous forcez un peu plus, c'est pas très agréable. Ce que vous pouvez faire,
pour débloquer cette petite trappe quand elle est coincée en position basse. Pas besoin d'enlever toute la planche de bord. Quand vous avez votre plastique ici de console intersiège, vous prenez un bout de cintre en métal et vous passez par la petite grille qui est ici sur le côté, à côté de la pédale d'accélérateur. Et en poussant habilement, vous arriverez à décoincer, à soulever cette petite trappe là qui est coincée. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pas grand chose, hein. Voilà donc ce bloc chauffage qui est assez imposant, hein, mais vous allez voir, en fait ça s'ouvre, hein. Quand il faut changer un radiateur de chauffage, on peut ouvrir cette partie là, et pareil pour le radiateur de climatisation qui est comme ça, de biais. Voilà. Ici on retrouve donc la trappe d'accès à l'air extérieur. Donc quand on enclenche le recyclage d'air, qu'on ne veut plus de l'air extérieur, la trappe elle se ferme comme ici avec le petit micro-moteur. Voilà. Et puis en dessous, on a le pulseur d'air, voilà, que j'ai pas enlevé et qui va être l'étape d'après. Voilà. Allez, je l'enlève et puis on voit un petit peu s'il y a beaucoup de saleté de coincé là-dedans. Allez, j'ai dévissé le pulseur d'air, il tient par 4 petites vis Torx. Il y a une question que je me pose, c'est pourquoi sur les 306 de dernière génération, ils ont arrêté de mettre ce petit tuyau qui était ici. Vous voyez, la moquette est prédisposée à cette sortie, mais ils ont arrêté. Voilà. Sur la 306 Cachemire de 98 que j'ai vu à la casse l'autre jour, il y avait ce petit tuyau. Il y est également sur la griffe, mais là on voit que sur celle-ci, il n'y a pas d'évacuation. Voilà. Je pense que c'est prévu au cas où il y aurait de l'eau qui tomberait au fond du pulseur pour l'évacuer, mais je pense qu'après ils ont décidé d'arrêter de mettre cette petite sortie. Voilà. Donc pour autant, notre pulseur il est prévu pour. Voilà. Donc on peut le mettre sur des 306 de génération précédente. Alors, hop, on va découvrir ça ensemble. C'est comment? C'est pas trop crado. Ouais, ça force un petit peu. Il y a des petites saletés là-dedans, là je vois là. Un bon coup de soufflette. Et je vais essayer de vous montrer l'intérieur de ça. Je vous avais déjà montré, mais c'est pas évident à filmer. Voilà, on aperçoit. Allez, veux-tu rentrer? Voilà, on aperçoit là-bas dedans. Vous voyez là-bas le radiateur de climatisation. Voilà, bon, je peux pas filmer, c'est assez difficile, mais donc quand on enclenche la clim, notre radiateur ici, il devient complètement frisé, complètement gelé, et puis l'air qui passe dedans se charge de froid. Voilà, et c'est comme ça qu'on a de la clim dans l'habitacle. Voilà. Allez, je vais maintenant voir un peu ce qui se passe au niveau de la planche de bord. Allez, au niveau de la planche de bord, pour le moment, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire, donc je vais vous parler de d'autres pièces. Premièrement, on a les pédales. Alors celle-ci, c'est la pédale de frein, et vous voyez un petit peu l'épaisseur de la tôle. Là, je crois qu'on n'est pas près de la plier. La deuxième pédale, qui est la plus intéressante, c'est celle-ci. C'est la pédale d'embrayage. Voilà, et dessus, on peut voir une pièce qui est intéressante, puisqu'elle peut casser, souvent, sur vos 306. C'est ce ressort-là. C'est un ressort de compensation. En fait, il limite votre effort lorsque vous embrayez, en fait. Voilà, ça permet d'avoir une sensation à la pédale qui est plus confortable. Je vais démonter cette petite pièce et je vais vous dire les endroits où ça peut casser, en général. Voilà, donc on a un plastique mâle qui rentre dans un plastique femelle. Donc il doit y avoir quelque chose qui les bloque, puisque vous voyez, ça s'empêche de sortir plus grand, vous voyez. On entend bien, il y a une butée. Voilà, et autour de ça, on a un ressort métallique, un peu comme les amortisseurs qu'on avait à l'arrière de nos vieilles mobilettes. Donc ce qui peut arriver, c'est que justement cette butée là à l'intérieur, ce clips, se brise. Et du coup, le ressort, il veut s'ouvrir plus grand, et après, ces deux pièces-là, là, elles se foutent de biais, hein, un peu comme en forme de V, et puis ça marche plus, quoi. Voilà. Ce qui peut arriver aussi, c'est que ça se brise à ce niveau-là, là. Voilà, soit en haut, soit en bas. Donc ça peut être intéressant de regarder dans les taxis. Il suffit de vous pencher, hein, la tête dans les pédales à l'envers, et puis vous actionnez à la main votre pédale d'embrayage, et vous observez cette pièce-là fonctionner. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre un petit peu de graisse ici à nouveau, et là-dedans, là, de la graisse blanche, spéciale plastique, et puis ça ne lui fera pas de mal. Voilà, donc ce ressort, moi j'appelle ça un ressort de compensation. Donc il se met comme ça ici, là, et du coup il limite votre effort lorsque vous embrayez. Ça rend votre action sur la pédale d'embrayage plus confortable. Voilà, cette pièce là elle se vend encore, hein, c'est pas un problème, elle est disponible chez Peugeot.
Ensuite, je vais vous parler de cette pièce-là, donc qui supporte toute la colonne de direction. Donc c'est une pièce qui est fixée contre la cloison avant. Et là, j'ai découvert quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle est fixée doublement. Premièrement, par cette grosse pièce-là, qui est à la fois une vis et un écrou. Je vous explique. On va retrouver cette pièce-là qui va se visser, hop là, voilà, sur la cloison. Donc c'est comme ça. Hop, on vient visser. Alors certaines ont un filetage dans le bon sens et l'autre à l'inverse. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça. Donc on met notre pièce comme ça, on visse et après cette pièce-là est fixée sur la cloison. Mais ils ont quand même jugé bon de remettre une vis de l'autre côté, donc par laquelle on a accès ici par là, pour maintenir à nouveau doublement ce support de colonne de direction. Voilà, donc il y a vraiment aucune chance pour que cette pièce-là se dévisse de la cloison avant. Voilà, donc c'était intéressant de la démonter, mais je comprends vraiment pas pourquoi ils ont choisi de mettre certaines en filetage normal et d'autres en filetage inversé. Je sais pas du tout pourquoi. Voilà, donc bon, cette pièce-là, je sais pas si je vais la conserver. Je pourrais m'amuser à la repeindre pour en avoir une toute belle d'avance, je sais pas, je vais réfléchir. Voilà, et là-dessus, donc si on regarde dans ce sens-là, donc on voit bien là où il y a le petit clips blanc, donc ça c'est le capteur pour le feu stop, et on voit bien la prédisposition de cette pièce à recueillir le capteur de sécurité pour la régulation de vitesse. Voilà. Allez, maintenant je vais vous parler de la partie climatisation et là j'ai beaucoup appris en très peu de temps puisque je ne savais pas que la partie clim peut se séparer de la partie chauffage. Et en fait quand on y pense c'est tout à fait logique. Si vous avez un problème au niveau de votre climatisation, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'intervenir sur la partie chauffage avec le liquide de refroidissement. Alors premièrement, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de traceurs dans le radiateur de clim. Donc quand on fait des recherches de fuite, eh ben, le traceur se faufile vraiment partout, partout. Donc il y avait tout ça dans le radiateur. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ici, on a cette espèce de sortie sur laquelle vient se clipser cette espèce de truc en caoutchouc avec ce zizi là Et en plus, moi dans les zizi. qu'on retrouve dans le compartiment moteur en dessous là-bas. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous vous servez de votre climatisation l'été, vous êtes sur une place de parking, et ben quand vous quittez votre place, il y a une flaque d'eau sous votre voiture. Ben, c'est normal. Je donne souvent cet exemple-là, quand vous buvez une bière en terrasse, une bière bien fraîche, votre verre se charge de condensation à l'extérieur. Et ben votre radiateur de climatisation, c'est pareil. Quand il est tout froid, et ben il y a de la condensation. Et cette condensation, il faut bien qu'elle s'échappe, c'est de l'eau. Donc ça vient couler comme ça passe par ce tuyau-là et c'est évacué à l'extérieur de votre véhicule et ça coule par terre. Voilà. Ce radiateur de clim, on peut être amené à le changer. Et ce bloc clim, en fait, il s'ouvre encore en deux. On voit la séparation ici. Alors ça, par contre, c'est une vraie colique. On voit, c'est maintenu par des clips ici, comme ça. Mais ils sont cassants comme du verre. Ouais, j'ai essayé d'en ouvrir un. Voilà, il s'est cassé. J'ai essayé d'en ouvrir un autre. Il s'est cassé aussi. Donc, il y a de très très fortes chances pour que tous ces machins ici se cassent. Par contre, vous pouvez quand même remonter votre bloc climatisation après en mettant des agrafes métalliques. Ils en ont mis quand même quelques-unes. Après, je pense que il y a possibilité d'en trouver d'autres en allant à la casse ou peut-être même en les commandant chez Peugeot. Ça existe peut-être encore ce genre de petite agrafe. Donc voilà, si vous devez ouvrir ça et que tous ces bidules en plastique se pètent, et ben après vous pouvez compenser en mettant ce genre de petite agrafe. Voilà, vous les placez comme ça. Hop. Et clic, voilà. Hop là, voilà. Donc ça peut compenser. Hein, je pense que j'ai jamais eu à le faire, mais je pense que si je dois ouvrir ça, je l'ouvrirai pas parce que ça va casser comme du verre. Mais on sera obligé après de mettre plein de petites agrafes métalliques comme ça. Alors voilà, vous pouvez en mettre partout où il y a de la place. Hein, vous voyez ici, vous pouvez encore en remettre une là, vous pouvez encore en mettre une là, une là. Enfin voilà, je pense qu'il y a moyen de refermer ce truc-là sans passer après par ces machins en plastique. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre aussi? Il y a ça. Vous savez, lors du démontage de la planche de bord, je vous avais dit qu'il ne fallait pas oublier une vis en dessous. Et ben elle se prend là. Ouais, et moi, c'est ce qui m'est arrivé sur la S16. J'ai oublié cette vis, j'ai forcé et le plastique, il a pété ici.
Voilà. Donc premièrement, mon tube raidisseur peut pas se maintenir sur quelque chose de bien solide, pour limiter les vibrations de la planche de bord. Et puis en plus en deux, bah, c'est qu'ici ça s'est pété et je vois très légèrement maintenant mon radiateur de climatisation, donc c'est pas top. Donc c'est pas impossible que j'utilise cette pièce-là pour remplacer, celle que j'ai cassée, quoi. Voilà. Ensuite, je me suis aperçu, hop, je fais attention parce qu'il y a vraiment plein de traceurs qui a coulé. Je me suis aperçu que la trappe, donc là on est à l'extérieur de la voiture, c'est par ici que rentre l'air extérieur, et je me suis aperçu que la trappe ici, vous voyez, elle était cassée. Voilà, donc ça avait peut-être dû forcer un moment, je sais pas trop, mais voilà, ça aussi ça va être à remplacer. Du coup, bah, je vais vous montrer, hop, comment ça se présente à l'intérieur de la voiture. Hop. Donc on retrouve notre bloc chauffage pour la partie chauffage avec le liquide de refroidissement, et on a la partie climatisation qui est ici. Voilà, donc avec nos deux tuyaux de clim ici, hein, donc la basse pression, haute pression, je sais jamais lequel c'est. Donc cette partie-là là, qu'on voit, cette pièce-là, c'est le détendeur de gaz. C'est ici que se fabrique le froid. Donc ce que je vous rappelle, pour fabriquer du froid, on comprime du gaz, et c'est lorsqu'il se détend qu'il se refroidit. Vous avez déjà tous vu ça avec une petite bouteille de camping-gaz. Quand vous mettez le volume de gaz, enfin la flamme assez forte, vous voyez votre bouteille de gaz qui devient toute froide, toute pleine de condensation. Bah, c'est exactement le même principe. Voilà. Et après, on retrouve donc la sortie pour la flotte là, qui est ici. Voilà. Et on voit notre bloc chauffage. Il est maintenu par deux vis ici, hein. Il y en a une autre ici également et une autre encore là. Voilà, donc il est quand même solidement attaché sur la partie de droite, il n'y a pas de problème, ça ne peut pas bouger. Voilà. Donc ben, c'est intéressant parce que du coup ici on peut aussi nettoyer. Je sais pas si on arrivera à voir quelque chose. J'ai même pas filmé à vrai dire. Mais vous voyez un peu toute cette saleté là. Donc on voit notre radiateur de chauffage qui est ici, quoi. Voilà. Alors c'est pas facile à filmer. Voilà. Donc c'est pas trop sale encore, ça va. Mais ouais, ça c'est des endroits qu'on peut nettoyer aussi. Voilà. Voilà pour la partie climatisation, c'était assez intéressant. Donc bah là, je pourrais déconnecter tout ce bloc chauffage là, mais sauf que si je l'enlève comme ça en l'état, bah, ça va pisser le liquide de refroidissement, donc je peux pas. Voilà. Allez, je découvre encore une pièce là qui se démonte sur ce bloc climatisation, donc la partie avec le micromoteur et les deux petites trappes là, dont celle qui est cassée. Donc là, c'était vraiment un moment intéressant là de découvrir que ce bloc chauffage se séparait en deux, même si c'est tout à fait logique. Bon bah écoutez, je pense que l'essentiel est là, hein, pour que vous puissiez maintenant démonter une planche de bord sans trop de difficultés. Donc ça n'a pas été parfait, il y a eu quelques petits oublis, mais les points essentiels sont là. Donc si vous suivez cette vidéo pas à pas, eh ben, vous pourrez démonter votre planche de bord sans souci et sans rien casser. Voilà. Allez, bah, écoutez, moi je vous remercie pour vos commentaires, pour vos abonnements, et puis je vous dis à bientôt. Donc l'épisode d'après, ça va être de démonter toute la partie train avant et le moteur et la boîte. Voilà. Allez, je vous remercie et à très bientôt.